Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Cazodor, je suis auteur et psychobiologue. Je suis ravi de vous accueillir pour cette première vidéo destinée à répondre aux questions les plus fréquentes que je reçois à propos de mes livres. Vous êtes plusieurs à m'écrire, que ce soit depuis le site internet ou au travers de Discord, avec des demandes d'éclaircissement concernant certains points ou certaines notions clés que j'aborde dans mes différents ouvrages. J'ai fait en sorte d'organiser ces questions dans un certain ordre pour qu'elles viennent dérouler le fil d'une idée à peu près cohérente dans ces vidéos, que ce soit une logique qui structure un peu l'ensemble. Donc si parfois vous sentez un sujet qui n'est pas très clair, qui a été abordé dans une vidéo, vous n'hésitez pas à revenir en arrière, vous allez voir qu'il y a ce sujet qui est généralement préparé un peu en amont. Donc ça vous aidera à suivre pour le contexte. J'ai voulu garder les vidéos courtes et précises pour rester à chaque fois sur une notion sans m'éparpiller. C'est surtout aussi parce que personnellement, je n'ai ni le temps ni l'envie de regarder des vidéos d'1 heure, donc je ne vais pas l'imposer aux autres, donc je garde ça court. Pour autant, vous n'hésitez pas, si vous avez des réflexions ou des commentaires, vous les écrivez sur les commentaires YouTube ou sur Discord ou ailleurs, comme vous voulez. En attendant, on se lance dans ce premier épisode. Cette première question qui est venue, à savoir pourquoi est-ce que j'ai écrit que survivre c'est exister en réponse à ses peurs. Alors c'est lié à ce principe de survie qui est une notion qui est au cœur de mes réflexions et de mes écrits depuis les années où je faisais mes recherches de doctorat, donc ça commence à remonter assez loin. On a souvent une idée erronée de ce qu'est la survie. On s'accroche à l'image presque d'Épinal de l'homme contre la nature hostile, celui qui lutte à chaque instant pour ne pas se faire tuer par un prédateur ou pour réussir à trouver suffisamment à manger pour ne pas mourir de faim le lendemain. De nos jours, la réalité, elle est bien évidemment, dans nos sociétés, elle est bien évidemment très majoritairement différente. Il y a des endroits dans le monde, effectivement, où l'homme vit encore en survie dans la nature, comme je le décrivais, mais en général, on trouve des supermarchés dans nos sociétés à peu près partout, et même pour les plus démunis, il y a souvent toujours des moyens d'accéder à un minimum de protection contre les éléments ou de pouvoir se nourrir. Donc dans la majorité, on n'est plus vraiment dans cette idée de survie. Seulement, ça ne veut pas dire qu'on ne sort pas pour autant d'un mode de survie. Ce n'est pas tant une manière de vivre que d'une manière de percevoir sa propre existence qui est en jeu dans cette conception. Ça veut dire qu'on peut fonctionner dans un mode de survie avec tous nos besoins biologiques qui sont correctement satisfaits. Ça tient au fait que la première fonction du cerveau est d'assurer la survie de l'individu. Il met tout en œuvre toujours pour s'assurer que l'individu va tenir le coup jusqu'au lendemain. Ça, évidemment, c'est très bien, c'est ce qui nous permet de rester en vie. Mais ça veut aussi dire que de cette fonction va découler un problème, une problématique. Le cerveau va accorder toujours une importance particulière à ce qui peut potentiellement mettre cette survie en danger. On peut considérer que nos cerveaux fonctionnent plus principalement sur une approche orientée problème que sur une approche orientée solution. Son job, ça va être en gros de repérer et même d'anticiper les dangers de l'environnement. Donc il est toujours plus en alerte par rapport à ce genre de choses. Il va être en alerte pour repérer les dangers, pour y faire face, pour savoir comment les gérer, pour intégrer ses expériences, pour intégrer ça en mémoire. Même d'ailleurs, notre mémoire est plus facilement dédiée à ce qui nous pose ou qui nous a un jour posé problème, puisque ces expériences sont ce qui nous permettra d'identifier un danger par la suite. C'est ce qui fait notre apprentissage, notre éducation personnelle. C'est naturel, c'est sain, c'est efficace, il n'y a pas de problème, ça marche très très bien. C'est comme ça qu'on sait que le feu ça brûle, qu'il y a des choses qui piquent, il y a des choses qui sont dangereuses, qu'on ne traverse pas la route n'importe comment, c'est un apprentissage par identification de ce qu'est le danger. Cependant, si les dangers ils sont réels dans la nature, dans nos sociétés humaines, ils peuvent revêtir de nombreuses formes. Ils peuvent devenir abstraits, ils peuvent être virtuels, symboliques, ils peuvent exister uniquement dans notre imagination ou dans nos projections. Ça peut être juste un danger au travers d'une phrase ou contenu même dans un seul mot. Alors notre cerveau commence alors à réagir au danger que représente un concept ou une idée. C'est-à-dire qu'il va déclencher une peur plus ou moins importante qui va mener à d'autres émotions, par exemple que ce soit la colère, la frustration, une agressivité quelconque, et donc à des comportements qu'on va tirer d'un arsenal inconscient qui vont se ranger généralement dans les catégories de lutte, de fuite ou de sidération.
Lorsque le cerveau est en mode de survie, ça revient à dire qu'il se sent en danger du fait de quelque chose qui se passe dans son environnement. Dans la nature, c'est l'antilope qui a senti l'odeur du lion porté par le vent, mais qui n'a pas encore réussi à le voir. C'est-à-dire qu'elle sait que le danger est plus ou moins loin, qu'il existe, elle l'identifie correctement, mais elle a besoin donc d'évaluer la nature et de l'importance du danger pour au moins savoir s'il faut lutter ou fuir. Généralement, en cas de doute, ce genre d'animal va fuir, puisque c'est la réaction la plus logique et la plus facile à faire. Mais on est dans une réaction inconsciente face à un danger réel. Et encore une fois, chez l'être humain, ce qui met la survie en danger n'est pas forcément réel et tangible. Donc le fait que l'on ne puisse pas réellement identifier ce danger parce qu'il n'est pas quelque chose de concret ou que ça n'existe que dans un futur hypothétique, imaginé, ça ne changera rien au problème, on doit malgré tout y réagir. Donc la peur est présente, le stress, les tensions, tout y est, on est en alerte pour pouvoir faire face. Si le danger n'est pas identifié clairement par le cerveau, par l'individu, que ce soit consciemment ou pas, mais que malgré tout il est ressenti, alors la personne ne va plus sortir du mode de survie. Tant qu'on a l'impression ou la sensation ou qu'on imagine que le danger est toujours là, le stress va perdurer. Donc le cerveau va rester en alerte pour chercher partout d'où peut venir la cause du stress. C'est ça que je veux dire quand j'écrivais que survie, c'est exister en réponse à ses peurs. Une personne qui vit sa vie dans la survie, elle est focalisée sur ses peurs. Que ce soit l'ombre du manque qui pèse sur elle, son incomplétude, peu importe que le manque soit lié à une incapacité de s'acheter une plus grande télévision, même si on mange à sa faim tous les jours, le cerveau ne fait pas la différence. Le manque, c'est le manque, la peur, c'est la peur. Donc, s'il existe une impression de manque quelque part, il ne connaît qu'une manière de réagir pour gérer cette problématique, et ça passe par le maintien d'une peur pour assurer la vigilance de l'individu et sa pleine implication dans la recherche d'une solution. Le problème, c'est que cet état de survie, ça peut devenir un cercle vicieux qui va s'entretenir lui-même, surtout dans nos sociétés où on crée nos besoins dont on ne savait même pas qu'ils existaient avant. C'est tout ce qu'on voit à la publicité, où il y a des nouveaux produits qui débarquent avec des promesses alléchantes de réalisation de soi dès l'instant où on sera capable de l'avoir, de pouvoir se le payer. Donc on est avec l'impression que notre incomplétude, que le fait d'avoir l'impression de ne pas être assez quelque chose en tant qu'être, peut être atténué par notre capacité à accumuler les choses dont on nous dit qu'elles sont indispensables pour se réaliser en tant qu'individu. C'est la fameuse idée de on peut réussir à accumuler, donc à avoir pour réussir à être, ce qui est évidemment une hérésie totale qui n'a jamais fonctionné et qui ne fonctionnera jamais. Alors les gens, ils se désespèrent ensuite lorsqu'ils n'arrivent pas à avoir, que ce soit le dernier téléphone, la plus belle voiture, hein, et donc ça finit par affecter leur capacité à être. Donc d'où le mal-être ressenti dans ces cas-là parce qu'on n'arrive plus à avoir. Donc c'est un cercle vicieux car évidemment rien de ce qu'on accumule ne pourra calmer nos peurs. Alors le cerveau continue d'essayer d'identifier les sources de ces dangers étranges et inconsistants, et il se met à chercher un peu partout d'où peut provenir le problème. Qu'est-ce qui fait que la personne, que l'on ressent autant de mal-être, que l'on ressent autant d'incomplétude, etc. Alors il va se focaliser un peu plus sur tout ce qui pourrait être problématique, aller chercher toujours un peu plus loin d'où peut venir le problème qui peut menacer la survie, et quelque chose qui aurait normalement été considéré comme étant anodin va finir par devenir une source de méfiance, une source de peur, une source d'inquiétude, une source de stress, etc. Et la personne n'existe plus qu'en réponse à ses peurs. C'est tout ce qui va occuper ses pensées. Si elle se laisse entraîner sur cette pente, rapidement sa vie va être dictée par ces principes de survie, comme si elle était dans la nature hostile, c'est-à-dire toujours en stress, toujours sous tension, toujours la boule au ventre, et envahie par un mal-être lancinant.